Alors, pour ceux qui... c'est parti. 3, 4, paf. Donc, pour ceux qui me découvrent, donc je suis Sonia Fiquet. J'ai le trac. Je suis formatrice, coach. Je suis une femme, maman de 3 enfants, mariée, divorcée, remariée, redivorcée, positive, active, aimante, généreuse, au potentiel intellectuel, même THPI, plutôt grande, je fais 1m68, plutôt normale, je fais 62 kg, j'ai un petit bidou, je suis bavarde, je suis passionnée, je chose du 38,5, chose très importante, j'aime dessiner, j'aime écrire, lire, chanter, j'aime l'ordre, la propreté, je suis libre, indépendante, têtue, rigide dans ma pensée, analytique, éthique, professionnelle, je suis autiste Asperger, je suis angoissée naturellement. Voilà, c'est ma présentation. Donc vous imaginez si nous pouvions dire cela aux autres quand on arrive quelque part pour nous présenter. J'espère que je vous ai fait rire dans cette présentation parce que en fait vous dites mais c'est farfelu, mais c'est osé, mais peut-être que c'est fidèle, peut-être que c'est honnête, mais en tout cas c'est sans filtre. Mais ça se fait pas, on ne fait pas des présentations, c'est pas professionnel. D'autres vont trouver ça drôle, certains vont se reconnaître, d'autres vont juger cela hors cadre, hors de propos. Et en fait, eh bien, je voulais vous montrer que comment on se positionne à l'autre, comment on va s'affirmer, comment surtout on se définit soi-même et comment l'autre se positionne par rapport à la définition que nous faisons de nous. Eh bien, c'est exactement le thème de cette masterclass dont vous vous rappelez le titre, pourquoi le mode de fonctionnement des personnes HPI-TSA les bloque dans leur évolution personnelle et ou professionnelle. Et donc, vous avez vu que, eh bien, on a défini les personnes par leur HPI et leur TSA. Et donc, est-ce que c'est ce qui nous définit? Est-ce que c'est ce qui nous détermine? Non, heureusement. Mais par contre, effectivement, on va voir comment ça rentre dans notre mode de fonctionnement, comment ça influence notre vie, si surtout nous ne sommes pas conscients de tout ce que ça entraîne en termes de mécanismes et de réactions. Voilà. Et du coup, eh bien comment, si on n'a pas conscience de tout cela, on peut mal se positionner et surtout, eh bien, on va voir comment ça engendre chez nous un manque de confiance en nous, une mésestime de nous, ça entraîne un mauvais positionnement par rapport à l'autre, ça peut générer du conflit, de la colère, en tout cas des souffrances qui nous amènent, en vieillissant notamment, à aller vers des signes de dépression, on va s'isoler, on va plus vouloir communiquer avec les autres, on va pas trouver de sens à la vie, on va pas trouver de sens aux choses, alors que en fait, si on avait compris comment on fonctionne, eh bien on pourrait se rendre compte qu'on ne se positionne pas correctement dans la relation. Voilà. Donc si vous êtes inscrit ici, c'est que le sujet vous parle, il vous préoccupe, il vous fait souffrir. Vous, votre famille, peut-être que vous avez des enfants autistes Asperger, et donc vous vous creusez la tête depuis des mois, voire des années, pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous adapter au monde qui vous entoure, pourquoi vous n'arrivez pas à communiquer, alors normalement, on définira aussi ça, avec les autres. Et alors, je vais vous répondre très simplement à ce pourquoi. Eh bien, parce qu'on n'a pas conscience des choses. Et on n'a pas conscience de notre propre mode de fonctionnement. On subit notre mode de fonctionnement. Et là, vous dites, si c'est pour entendre des conneries pareilles, je vais retourner sur TF1, aller regarder la télé. Eh bien, non, vous allez voir qu'on va passer un très bon moment ensemble. Au pire, vous allez rire. Et au mieux, je vais réaliser avec vous un tour de magie. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. C'est-à-dire que je vais essayer de vous faire shifter votre conscience. C'est-à-dire que j'aimerais qu'à la sortie de cette conférence, en fait, ça vous fasse réfléchir sur comment vous fonctionnez aujourd'hui et en fait ce que vous pouvez améliorer pour ne plus subir votre mode de fonctionnement. Voilà. Et donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi
pourquoi le mode de fonctionnement des personnes HPI-TSA les bloque dans leur évolution personnelle ou professionnelle. Et donc, pour répondre à cette question, en fait, moi, j'aime bien le cadre de référence, et vous comprendrez plus tard pourquoi. On va commencer par définir c'est quoi, finalement, un mode de fonctionnement, parce que tout le monde parle de ça. Le mode de fonctionnement HPI, c'est quoi? Alors, le mode de fonctionnement, c'est notre manière de percevoir l'information, de l'analyser. Et j'allais dire avant de l'analyser, vous voyez là c'est mon côté autiste qui revient, c'est d'abord de le ressentir. Donc je reçois l'information, je la ressens, je la transfère à mon cerveau qui lui va l'analyser et va pouvoir me donner les bonnes informations. Et il les donne à qui ces bonnes informations? À mon corps, pour réagir et me positionner dans les situations dans lesquelles je vais être confrontée. Ça, c'est le mode de fonctionnement de tout le monde. Donc, on a un neuropsychologue, je crois, psychiatre, qui s'appelle Aaron Beck, qui a défini 3 stades cognitifs. Qu'est-ce qui se passe? On perçoit une information et on réagit. Ça, et on ne passe pas par l'analyse, ça c'est le premier degré du mode cognitif et c'est le degré reptilien. Voilà, j'ai soif, je bois, j'ai envie d'avancer, je marche, je ne me pose pas la question, est-ce que je marche, comment je marche, enfin sauf si j'ai mal au genou, mais vous voyez bien que on fait tout un tas de choses naturellement dans la journée qui ne nous posent aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est ancré dans notre cerveau reptilien, dans notre cortex, et l'information, elle y est, on sait faire les choses, donc on ne réfléchit plus. Ça, c'est le premier mode cognitif. Deuxième mode cognitif, donc 1 degré au-dessus, eh bien, le second degré, c'est celui de la projection et de l'interprétation. Donc, je reçois l'information, je la ressens ou pas, ça monte, et quand ça arrive à mon cerveau, eh bien là, je vais interpréter. Qu'est-ce que je vois, pourquoi, comment, qu'est-ce que je dois faire, voilà. Et en fait, quand je fonctionne bien, très rapidement, je vais à mon 3e niveau. Et à ce niveau-là, c'est celui de l'analyse, de la hiérarchisation des valeurs, de ce qui se passe, de prendre en compte les informations importantes, de les analyser et de choisir comment je vais réagir en toute conscience. 3e degré, la toute conscience, et j'allais dire c'est votre pleine capacité intellectuelle là qui fonctionne, voilà, je sais ce qu'il faut faire. On revient sur le 2e degré, la problématique du 2e degré, donc elle a été étudiée, parce que c'est le 2e degré, c'est celui où vous allez rencontrer finalement toutes vos peurs, vos blocages. C'est celui où quand je suis en face de l'autre, je me dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me positionner. Et vous voyez bien qu'en fonction de ce que je vais recevoir comme information, si ça nourrit des peurs et des blocages, je vais être encore plus bloquée. Et en fait, ça m'empêche d'accéder à mon 3e degré. Et ça, c'est pour tout le monde pareil, neurotypique, neuroatypique. Là, pour l'instant, on définit ce que c'est que le mode de fonctionnement. Donc, j'espère que vous me suivez jusque-là. Donc, ces 3 modes cognitifs, eh bien, vous voyez bien qu'ils nous font passer par des étapes et paf, 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 soit je réagis, soit j'interprète, je projette. Et là, attention, soit alors, au contraire, j'ai accès à ma pleine puissance et je vais savoir traiter les informations correctement, réagir correctement. Et on verra justement comment, quand on est TSA, quand on a un trouble du spectre autistique, eh bien, comment ça va interférer tout ça. Le mode de fonctionnement, vous l'avez compris, hein, je perçois l'information, je la ressens, et chose dont on n'a pas conscience quand on est autiste, et on va en parler plus tard, ça monte à l'intérieur, réaction, 2e degré, projection, oh là là, interprétation, voilà. Et c'est là que justement se situe le degré de dépression, parce que quand je ne sais pas quoi faire, eh bien, je flotte. Et sinon, 3e degré. Voilà. Ça, c'est le mode de fonctionnement. Ok. Alors maintenant, on va voir justement HPI, TSA, c'est quoi? Et vous allez voir que j'ai décidé de vous faire d'abord le HPI, puisque vous allez comprendre. Alors, il y a des gens qui sont TSA hein, et qui ne sont pas HPI. Et bien entendu que je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire ce mode de fonctionnement particulier
HPI TSA. Et pourquoi je vais vous en parler de ce mode de fonctionnement particulier? Eh bien, j'allais dire parce que les murs, je me les suis pris dans la tête. Et donc, bah oui, je vais vous parler un petit peu de moi et comment j'ai découvert tout ça, comment j'étais à la rencontre de ce HPI et ensuite à la rencontre de ce TSA. Alors, le HPI, non, je vais vous parler d'abord de moi et après on va aller voir ce que les neurologues, eux, ils ont trouvé en vous apportant des choses bien concrètes. Moi, en fait, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi j'étais pas bien? Eh ben, j'étais dans une hyper mentalisation de tout. Je réfléchissais tout le temps. Alors, je réfléchis toujours tout le temps, hein, ça n'a pas changé. D'ailleurs, j'ai passé un EG cérébral dernièrement. J'ai 213% d'activité au repos. Donc voilà, j'ai un cerveau qui n'arrête pas. Et si vous êtes là, vous êtes certainement comme moi. On mentalise, on intellectualise tout. Donc, c'est-à-dire que toute notre activité cérébrale, elle se transfère au niveau du frontal parce qu'on est tout le temps en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, on analyse, on hiérarchise, on trie, voilà, on essaye de déduire. Ça n'arrête pas. Je suis perfectionniste, je suis jamais contente de moi. Il faut toujours que je continue de creuser, creuser, creuser. J'ai appris que j'étais rigide, je ne le savais pas, mais effectivement, bah, quand j'ai quelque chose en tête, on ne peut pas me l'enlever, il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je réponde à mes questions. J'ai beaucoup de comorbidités parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai eu des angoisses physiques dont je n'avais pas conscience. Et donc, par exemple, bah, quand j'étais petite, j'ai fait des convulsions. Ensuite, un peu plus grande, j'avais très mal au ventre tout le temps. Dès que j'étais contrariée, j'avais très très mal au ventre. J'ai fait des crises de tétanie quand j'avais pendant plus de 10 ans, entre 15 et 25 ans. Et donc, on n'avait rien trouvé de mieux que de me donner du Valium pour ces crises de tétanie. Et qu'est-ce qu'on nous disait quand on allait voir les médecins? Elle est trop sensible, elle est hypersensible. Mais il n'y avait aucun diagnostic, ni de HPI, ni de TSA. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que, bah, comme je suis HPI, je me suis toujours adaptée. Et en fait, je me suis suradaptée. Donc, j'avais pas d'amis, mais ça ne se voyait pas parce que j'étais toujours très sociable, j'allais vers les autres, je faisais partie des groupes, voilà. Mais on m'invitait pas quand même. Et on m'invitait pas en primaire, on m'invitait pas en collège, on m'invitait pas au boom, voilà, je faisais pas partie des anniversaires. Euh, et donc, il y avait une certaine dichotomie parce que je sentais que j'étais intelligente, que j'étais sensible, que j'arrivais à faire les choses. Et en même temps, je ne comprenais pas ce décalage que je vivais tout le temps, en permanence, de me sentir différente, de ne pas comprendre le positionnement des autres, de ne pas comprendre pourquoi les gens réagissaient comme ça ou comme ça. On me trouvait trop bavarde, on me trouvait collante. Et puis après, j'ai vieilli et quand j'ai commencé à aller dans le monde du travail, eh bien, on me trouvait envahissante, on me trouvait sans filtre, on me trouvait bizarre. Euh, alors, dans cette vie que j'ai eue, donc j'ai 52 ans, je ne voulais pas préciser, mais euh, il y avait une dichotomie entre ce que j'étais capable de faire pour les autres, c'est-à-dire j'étais conseiller d'insertion depuis l'âge de 25 ans, donc j'accompagnais les personnes, et donc les gens venaient et je les aidais, et ça se passait très bien pour eux. C'est-à-dire que tous les conseils que je leur donnais, ça fonctionnait. Et pourquoi ça fonctionnait? Mais parce que justement j'avais accès à mon troisième degré, vu que je ne rentrais pas en ligne de compte, vu que mes émotions, vu que je n'étais pas dans l'équation, on va dire, eh bien, paf, j'avais les réponses pertinentes, je savais ce qu'il fallait faire. Et vous allez comprendre pourquoi avec le mode de fonctionnement TSA. Mais à l'époque, moi, j'ignorais que j'étais dans ce mode de fonctionnement HPI-TSA. Et donc, je donnais plein d'informations, les gens gagnaient de l'argent grâce à moi, je rentrais dans une entreprise, je résolvais tous les problèmes, voilà, ça se passait super bien, les diplômes, ben, ça allait, j'arrivais à les avoir parce que toute seule face à ma feuille, ben, pas de souci, hein, ça sort. Mais par contre, eh ben, j'avais des relations pourries, conflictuelles avec ma famille, mes parents, avec mes amis. Je m'engueulais tout le temps avec tout le monde, avec mes enfants par la suite.
J'ai même été en rupture avec ma fille aînée pendant quelques mois. J'ai pas parlé à mes parents pendant 3 ans. Et je comprenais pas parce que je faisais de la communication relationnelle. Donc j'expliquais aux autres comment on communique. Et ça fonctionnait. Et moi, je m'engueulais tout le temps avec tout le monde. Je m'engueulais avec les caissières à Leclerc. Enfin, une fois sur deux, je m'engueulais avec les gens tout le temps. J'étais jamais contente. Les gens me stressaient. Je trouvais qu'ils avaient des comportements inappropriés. Voilà. Et j'étais en fait incapable de voir mon propre comportement parce que, parce que j'étais pleine de bonnes intentions. C'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un de très généreux, très gentil. Et comme j'avais toutes ces bonnes intentions et que je voulais aller vers le monde et que je voulais participer au monde, je ne comprenais pas qu'on me renvoie cette image négative de moi, de trop, 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 voilà. Et du coup, bah, plus ça allait, plus je me renfermais dans mon isolement en me disant, bah, je suis folle, ou alors, bah, c'est les autres qui sont fous, quoi. Ils sont pas bien, quoi. Mais j'arrivais pas à comprendre ce que moi, je pouvais changer dans mon comportement pour améliorer les choses puisque j'appliquais les principes relationnels que j'enseignais et ça ne fonctionnait pas. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai une cliente qui me dit « Mais vous êtes HPI ». Et donc, j'ai lu un bouquin qui s'appelait « Trop intelligent pour être heureuse », pour être heureux. Et effectivement, je me suis reconnue. Et comme à l'époque, ça allait très mal avec mon second mari et que je me souviens très bien de la phrase qu'il m'avait dite une fois, il m'avait dit « Ma pauvre fille, tu vois bien que t'es folle, même tes parents te le disent. » Et du coup, là, je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir quelqu'un. J'avais vu plein de psys avant, hein, et d'ailleurs, sûrement, si vous êtes ici, c'est que vous en avez rencontré, vous avez été à la rencontre de psychologues en cherchant, en vous remettant en cause, mais il ne se passe rien. Vous avez eu des traumatismes, des choses, mais vous n'arrivez pas à régler le problème. Voilà. Et donc, moi, j'étais dans ça, et je passe mes premiers tests au centre Cogitose. Et là, on me dit que je suis au potentiel intellectuel. Au potentiel intellectuel, avec un QI hétérogène, mais ils avaient quand même réussi à me donner un chiffre. On va en parler après du QI. Et donc, eh bien, ça a été la première phase de prise de conscience que mon mode de fonctionnement était lié à mon mode cognitif. Voilà. Et ça, c'est très important que vous compreniez que ce mode de fonctionnement, eh bien, il impacte notre vie tous les jours. Il ne nous détermine pas, mais il impacte notre vie. Ça me fait du bien. Et donc, du coup, eh bien, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le fonctionnement HPI. Et j'ai préparé des petites slides. Alors, être HPI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une particularité neurophysiologique. Aujourd'hui, pour être HPI, pour être reconnu, étiqueté HPI, eh bien, on va aller passer des tests de QI et avec un certain nombre de questions et d'exercices, on va définir les différentes manières dont vous gérez l'information, dont vous traitez l'information, voilà, et ça va nous donner un chiffre sur, en gros, 5 sphères. Sauf que, entre-temps, eh bien, la science elle a avancé et ça c'est génial pour nous parce que vous allez comprendre à quel point c'est important de comprendre que le HPI ce n'est pas qu'un fonctionnement intellectuel, mais c'est surtout un fonctionnement physiologique. Voilà, c'est-à-dire qu'il se passe des choses dans notre corps, à notre insu complètement, mais c'est ça qui va déterminer justement comment on va se positionner. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cerveau, on a, pour les neurotypiques, hein, eh bien, il y a les neurones qui composent la matière grise. Donc, on a 10% de matière grise. Et ensuite, on a les axones et les dendrites qui, eux, composent la matière blanche, d'accord, à 90%. Donc, les neurones, c'est quoi? C'est des petites, vous avez déjà vu les représentations, hein, on va le représenter comme ça, c'est une petite boule, d'accord? Et c'est cette petite boule, en fait, qui va recevoir l'information et qui va libérer l'hormone qui va vous faire avancer, qui va libérer les informations qui vont permettre, paf, 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 eh bien, de réagir corporellement et aussi intellectuellement.
ces neurones, quand on est HPI, eh bien, de la matière grise, on en a 2 fois plus que les autres. Voilà. Alors, juste, je vais vous préciser. Les neurones, en fait, ils traitent les informations provenant des organes sensoriels. C'est très important ce que je vous dis. C'est-à-dire les yeux, le nez, l'oreille, mais aussi tous les capteurs internes des nerfs périphériques. Et donc, ces capteurs internes, c'est ce qui permet d'avoir la conscience de son corps. Donc, les neurones, chez une personne neurotypique, voilà à quoi elles servent. Elles reçoivent l'information, d'accord, sensorielle, et elles traitent cette information sensorielle. Les HPI, on a au minimum 2 fois plus de neurones. Alors, il faut savoir que la matière grise, on en a partout. Sur la surface des hémisphères cérébraux, du cortex, du cervelet, mais aussi tout le long de la moelle épinière, à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et vous savez aussi que depuis maintenant très peu de temps, on a découvert que on a aussi des neurones dans l'estomac. Donc vous voyez bien que tous ces capteurs, ils sont partout. Notre matière grise, elle est partout, elle n'est pas que dans notre cerveau, et elle capte cette information. La matière blanche, elle est composée d'axones. Donc vous voyez, vous avez dans les dessins, vous voyez, il y a le petit rond, et puis il y a des petits filaments, vous savez, électriques, comme des réseaux électriques. Voilà. Et ces filaments, c'est les axones, et en fait, c'est eux qui vont conduire l'information. Je suis d'accord, je rétrécis les choses. Hein. Pour les puristes, on peut aller beaucoup plus loin, mais j'essaye de vous faire comprendre le mécanisme cérébral. Et du coup, ces gaines-là, pourquoi on appelle ça la matière blanche? Parce que c'est gainé de myéline, et la myéline, donc c'est blanc, et c'est ce qui va permettre la meilleure conduction de l'information et l'isolation électrique, puisque en fait, c'est des champs électriques qui se passent dans nos têtes, et dans tous nos corps d'ailleurs. Donc la matière blanche, ce sont les dendrites qui sont courtes ramifiées et l'axiome de chaque neurone qui se termine par de nombreuses arborisations, donc ça part dans tous les sens. Et les nerfs du système nerveux périphérique donc, sont composés d'axiomes. Donc les nerfs hors cerveau, je me pose. Les nerfs du système nerveux périphérique, donc c'est hors cerveau et moelle épinière, donc c'est tout le reste qui compose votre corps, hein, tous les nerfs que vous avez, eh bien ils sont composés d'axiomes. Alors, ça, donc je vous l'ai dit, ils sont entourés de myéline et donc c'est ce qui assure la conductivité de l'isolation électrique et du système nerveux. Et donc, quand ils ont passé les IRM au HPI, ils se sont aperçus quoi? Que le HPI, il a une structure cérébrale spécifique. La matière grise a une densité de neurones 2 fois plus importante que la moyenne. Dans les frontons, le frontal, c'est tout ce qui traite, analyse, hiérarchise, déduit, organise. Voilà. Et les pariétaux, qui concernent le raisonnement et la sensorialité. Donc, vous comprenez bien qu'un HPI, déjà, a plus de capteurs pour raisonner et pour la sensorialité. Donc c'est pas étonnant qu'un HPI dise je suis hypersensible. C'est normal, on est fait comme ça. Le HPI a plus de neurones, plus d'axiones, de meilleure qualité. Ils sont plus denses. Voilà. Je vais vous donner des informations un petit peu plus précises. Tac, tac, tac. Donc, on a une plus grande capacité quand on est HPI, on ne parle pas de TSA, hein, quand on est HPI, de capter l'information, mais également une plus grande réactivité. C'est-à-dire que ces axiomes, elles conduisent l'information beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus ciblée, parce qu'on va voir aussi que le cerveau du HPI, eh bien en fait, il a une capacité à aller traiter, chercher de l'information, à faire marcher des aires cérébrales que un neurotypique ne va pas faire. Et donc, en gros, eh bien, il y a une organisation différente dans les neurones et ça permet d'obtenir une information de manière plus rapide et plus efficace. Voilà pourquoi les HPI disent tout le temps « je vois tout ». Ben oui, on ressent tout, on voit tout avec nos 5 sens parce qu'on a plus de capteurs. Et comme on a plus de capteurs, eh bien, on va avoir accès à plus d'informations, mais en plus, on est fait pour traiter cette information. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la ressentir.
on est capable de la traiter, de la hiérarchiser, de la mettre au bon endroit, de l'organiser correctement. Ça, c'est le cerveau du HPI. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le HPI? J'en profite, excusez-moi, je regarde mes notes. Ah oui, chose en fait qui a été mesurée. Donc la vitesse de transmission des informations au niveau neuronal se situe autour de 2 mètres par seconde. Elle augmenterait de 0,5 mètres par seconde par point de QI. Et donc, en fait, en gros, en moyenne, hein, chez les HPI, donc on dit qu'ils sont à peu près à 130, eh bien, ils ont une vitesse à 3,5 mètres seconde. Donc, une fois et demie plus rapide que les autres. Et donc, voilà pourquoi on parle de cerveau à haut débit. On peut le comparer à l'informatique, à un processeur. Hein, voilà, c'est exactement ça. On va plus vite. Et beaucoup de HPI disent « Ah, mais moi, je suis en décalage parce que je vais beaucoup plus vite, du coup, les autres ne me suivent pas. » Voilà, vous avez raison. Mais nous allons voir comment le TSA va rentrer en ligne de compte et comment il va court-circuiter ça. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi sur le cerveau du HPI, c'est que non seulement donc, il est différent, il est performant, il va plus vite, mais en plus, il est économe. C'est-à-dire qu'il a besoin de moins de sucre qu'un cerveau normal pour fonctionner. Il est fait pour être puissant, pour fonctionner voilà, très rapidement, tout le temps, et il ne se fatigue pas. Et là, vous allez me dire, mais moi je suis HPI, je suis tout le temps fatiguée, voilà. Eh bien non, le cerveau du HPI, qui n'a pas de trouble de spectre de l'autisme, ne se fatigue pas. Il va bien, il est fait pour ça, il est fait pour traiter l'information en permanence, il est fait pour avancer, voilà, les connexions se font très très bien, il y a une bonne connexion entre ce que je perçois de l'information, ce que je ressens et comment je l'analyse et comment je vais me positionner et comment je vais la traiter. Et voilà pourquoi, par exemple, quand on fait passer des tests de QI à quelqu'un qui ne souffre pas de TDAH ou de TSA, eh bien, il est homogène, il est bon partout. Il est bon en pensée complexe, il est bon en verbal, il est bon en logique mathématique, il est bon en fulgurance de traitement, enfin, vitesse de traitement, et il est bon en mémoire de travail. Et on va voir que pour ceux qui sont porteurs de TSA, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose. Alors maintenant, on va parler du TSA. Qu'est-ce que c'est que le trouble du syndrome autistique? Et c'est quoi d'être autiste? C'est quoi cette particularité qui, et j'ai envie de le dire, nous court-circuite? Parce que c'est vraiment ça qui se passe dans le cerveau des personnes qui souffrent du trouble du spectre autistique. Donc, d'abord, eh bien, là, vous avez vu que c'est à la naissance. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit pourquoi, mais a priori, les études disent que si on est HPI, c'est qu'au moment de la grossesse, au moment où le cerveau se forme, il y aurait plus de testostérone. Voilà. Et donc, on en arrive à ça. Pour ce qui est de l'autisme, eh bien, en fait, c'est génétique. Alors, je mets des guillemets, mais c'est vrai que la science évolue énormément là-dessus. Pendant des années, on a pensé que l'autisme, c'était un problème de maltraitance psychologique de la maman qui n'aurait pas donné l'amour suffisant à son enfant pour qu'il se développe correctement et que serait entraîné donc des déficiences neurologiques dans la construction et dans le développement neurophysiologique de l'enfant. Pendant des années, on a pensé ça, et d'ailleurs, l'autisme a été classé par la médecine à côté de la bipolarité, la schizophrénie, l'homosexualité, oui, qui a été considérée comme une maladie psychiatrique pendant très longtemps, puisque l'homosexualité n'est sortie de cette classification qu'en 1987. Donc c'est pour vous dire quand même qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc le trouble du spectre autistique, eh bien finalement depuis quelques années, on a commencé à comprendre que c'était génétique, c'était une mutation génétique qui amenait un désordre neurologique et donc neurophysiologique.
L'autisme, il y en a des formes très très différentes et je vais vous parler de celle que je connais, c'est-à-dire de l'autisme Asperger. Alors je sais qu'on ne le nomme plus comme ça, mais en fait les autistes Asperger continuent de se nommer comme ça et d'ailleurs tous les livres qui parlent de l'autisme de haut niveau parlent de l'autisme Asperger. Puisque dans l'autisme, en fait, il y a des gens qui sont déficiences intellectuelles hein, sur le spectre, jusqu'à des personnes qui ont des QI de fou. Voilà. Donc, vous voyez bien que cette mutation génétique, elle affecte des centres complètement variés en fonction des individus et elle n'est pas représentative de l'un ou de l'autre. Pourtant, pourquoi c'est classé dans la même... sous le spectre justement autistique, eh bien c'est qu'on va retrouver des caractéristiques des personnes autistes. Voilà. Et ça, on va les voir ensemble. Donc, neurophysiologiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? En gros, c'est qu'il y a une déficience entre la perception de l'information, le ressenti et le traitement. Bon, cette déficience, neurobiologiquement, il l'étudie. Et par exemple, sur mon électroencéphalogramme que j'ai fait dernièrement, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai un problème de synchronisation des synapses. C'est-à-dire que les synapses, c'est ce qu'il y a au bout des axones et qui fait la connexion pour que l'information passe correctement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien moi, c'est jamais synchronisé. Donc les ondes cérébrales, qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent que mon cerveau, en permanence, il va analyser ce bug. Et donc j'ai une hyperactivité cérébrale, c'est ce que je vous disais, hein, 213% d'activité cérébrale au repos. Et que cette hyperactivité cérébrale, eh bien elle fait qu'il cherche à résoudre ce problème de synchronisation des synapses. Voilà. Et du coup, pendant qu'il fait ça, eh bien, j'arrive pas à me concentrer sur tout, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit pour les personnes qui sont HPI et qui souffrent d'un trouble du spectre autistique? Eh bien, mon expérience clinique, parce que j'ai tellement vu de gens et j'en vois encore tous les jours et je les ai en entretien, on s'aperçoit qu'on est fort sur 3 sphères, le verbal, la vitesse de traitement et la pensée complexe. Et vous allez comprendre pourquoi. Et on est plus bas en logique mathématique, sauf si c'est devenu notre centre d'intérêt, et en mémoire de travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que l'information, on l'a captée, elle est ancrée, elle est bien ancrée. Et ça, on a des mémoires de fou, on se rappelle de tout, et voilà. Donc, vous êtes en train de commencer à voir que on perçoit l'information très très fort. On est HPI, on reçoit tout. Ok. Par contre, on a une déficience au niveau corporel. Donc, nous n'avons pas conscience des angoisses que cela génère chez nous. Quand nous ne sommes pas angoissés, nous avons accès à notre 3e niveau. Et là, pour tout ce qui est information qu'on a rentré, qu'on a vérifié, parce qu'on va parler des rigidités, qu'on a vérifié, qu'on est d'accord, que voilà, eh bien on va être en capacité d'aller les chercher. Et surtout, comme on a ce problème neurophysiologique de déficience, hein, donc il y a des courts-circuits dans notre tête tout le temps, en permanence. Voilà pourquoi aussi, entre parenthèses, beaucoup de TSA ont des problèmes d'épilepsie. Eh bien on va les chercher dans toutes les sphères de notre cerveau. Et ça, c'est notre force. Parce que du coup, au lieu d'aller faire appel juste à la mémoire ou juste à la créativité ou juste à l'organisation, pour chaque problème qui va nous être donné, eh bien, on va aller voir dans toutes les sphères, voilà, parce qu'on essaye de synchroniser. Donc, on va aller très très vite pour aller chercher l'information qu'on a déjà, qu'on connaît, voilà. Et voilà pourquoi on est dans la fulgurance. Par contre, ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est quand l'information nous arrive, qu'on ne la connaît pas, qu'on ne la comprend pas, qu'on est stressé et donc on est bloqué sur notre 2e degré. On n'a pas accès à notre 3e degré. Et sur le 2e degré, on l'a vu, c'est quoi? C'est l'interprétation, c'est la projection. Et voilà le mode de fonctionnement. Alors, je réduis, je sais très bien, mais pour vous expliquer les difficultés que nous avons
à percevoir notre environnement, qui nous sature. Vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai parlé du HPI, je vous ai dit, le HPI, il est fait pour. Il n'a pas de problème de glucose, justement, impeccable. Il n'a pas de problème de myéline, au contraire, très très bien. Eh bien, par exemple, chez les personnes qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme, on a des gros problèmes de myéline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a un cerveau hyper bababababam, d'accord? Mais le problème, c'est qu'il n'est pas gainé correctement. Et comme il n'est pas gainé correctement, eh bien, beaucoup plus de court-circuit, beaucoup plus de difficultés à synchroniser tout ça. Voilà. Qu'est-ce que ça entraîne d'autre? Ça entraîne que nous n'avons pas de perception de notre corps, ou en tout cas de manière difficile. Et vous êtes bien d'accord que quand on est HPI et qu'on ne sait pas qu'on est autiste, eh bien on ne sait pas qu'on a un problème de relation au corps. Donc le corps pour nous c'est un outil, parce qu'on va parler de la pensée rigide. Le corps pour nous c'est un outil, donc on le considère comme un outil. Donc voilà, paf, 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 mais on ne le considère pas comme une partie de nous, c'est nous, notre corps, d'accord? Et on ne voit pas comment on traite l'information qui nous arrive, que l'on ressent, puisqu'on ne le ressent pas, justement, et qui monte. Nous, on reçoit l'information, ça monte. Et donc, vous imaginez la fatigue en permanence que nous avons. Voilà. Je fais une petite pause pour voir si vous êtes toujours là, où est-ce que vous en êtes. Je bug, j'ai 4 substances dans mon test de QI. Enfin, c'est bien la mémoire de travail ou ça pêche chez moi. Ok, c'est ce que je t'ai dit, c'est que la logique mathématique peut être bonne. Excellente synthèse, j'aime beaucoup, merci. Waouh, ça me fait du bien, je suis puriste, c'est une excellente synthèse. Bravo, avec le TSA, on a une Ferrari qui a pas besoin d'un rythme de 2 chevaux. C'est tout à fait ça. Ah, merci, merci, merci. Oui, bon, en même temps, excusez-moi, mais je suis comme vous. Donc, vous imaginez bien qu'avant d'avoir la force de venir vous expliquer tout ça, j'ai croisé les informations et je les ai croisées de manière... donc, d'ailleurs, si vous voulez, je vous conseillerais des lectures. D'abord scientifiques, en lisant des personnes comme Tony Attwood, Laurent Mautron, Julie Dachet, mais aussi par mon expérience clinique, c'est-à-dire l'observation des personnes qui viennent à moi et qui ont tous la même chose. Donc maintenant qu'on a compris ça, le HPI, donc c'est la fulgurance, c'est j'en ai sous le capot, oui je suis une Ferrari, j'ai un TSA et là je bug, je comprends pas. Et c'est quoi être autiste? Parce que ça aussi, c'est quelle représentation on a de l'autisme. Moi, au début, quand je me suis aperçue que j'avais des traits autistiques, je me reconnaissais dans les lectures qu'il y avait, puisque personne n'avait vu mon autisme, puisque je l'avais compensé. Je me disais, je ne suis pas autiste. Un autiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler, c'est quelqu'un qui parle qui a du mal avec son corps, qui se balance. Bon, en même temps, si vous me regardez depuis tout à l'heure, vous voyez bien que je bouge dans tous les sens. Mais j'en avais pas conscience. Voilà, je n'avais pas conscience. Je ne me voyais pas. Voilà. Alors, l'autisme, qu'est-ce qui nous amène? En fait, il nous amène plein de choses. On est perfectionniste. Parce que vous comprenez bien que comme on ne comprend pas, on a besoin de s'assurer que ce qu'on comprend est bien vrai. On a des valeurs très très importantes. La justice, par exemple, c'est voilà, si c'est comme ça, ben, ça ne peut pas être autrement. Et du coup, tout ça, ça nous amène de la rigidité. Et comme on est conscient que verbalement, on a raison, intellectuellement, on peut avoir raison, d'accord? On ne se rend pas compte que ce qu'on analyse, en fait, n'est pas dans le bon cadre de référence. Je m'explique. Je parle avec des gens, je parle avec mes amis. J'avais jamais remarqué que j'avais des intérêts restreints. Pour moi, je pensais que tout le monde fonctionnait comme ça. Donc, dès que je faisais un truc, je me mettais à fond dedans parce que j'adorais ça et je parlais aux gens que de mon intérêt restreint. Sauf que les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre de m'entendre. Voilà. Mais comme c'est mes amis, ils continuaient de m'écouter. Et puis, de temps en temps, ils me disaient « Sonia, tu prends trop de place. Sonia, tu devrais prendre un peu de distance et tout. » Ou « Sonia, tu laisses pas la place aux gens pour parler. » Bah, ils ont que la prendre la place. Je les empêche pas de parler. C'était ma réaction à l'époque. Voilà. Et en fait,
Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, je n'avais aucune conscience que je ne comprenais pas les codes sociaux, que tout ce qui est implicite, je ne le vois pas, je ne le comprends pas, mais à un point que même pas j'aurais pensé. Voilà. Et tout ça a été compensé par le fait que eh bien, je m'adaptais socialement. J'étais capable de prendre n'importe quel travail, j'étais capable d'expliquer aux autres ce qu'il fallait faire. Mais par contre, dès que je rentrais en ligne de compte, ben, j'étais une horreur. Voilà. Par exemple, avec mes enfants, eh bien, je pensais que j'étais une maman dans l'amour tout le temps, voilà, parce que je leur disais je t'aime, parce que j'avais compris qu'il fallait dire je t'aime à ces enfants, que ça les valorisait, tout ça, j'ai confiance en toi, c'est bien, enfin voilà. Donc je leur disais des mots. Le problème, c'est que quand mes enfants, ils avaient besoin de me parler, je ne les écoutais pas, je ne les entendais pas. Et ça, c'est terrible à dire parce que j'étais persuadée, moi je les écoutais, je les entendais, je savais tout sur leur vie, voilà. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ressentaient? Eux, ils voyaient une maman à l'extérieur qui était en train de faire 40 000 choses à chaque fois qu'ils me parlaient. Je faisais la cuisine, je faisais le ménage, j'étais sur mon portable, enfin je faisais toujours un truc et jamais je me posais, jamais je les regardais dans les yeux, jamais j'établissais le lien en fait. Je n'établissais pas le lien. Et je ne le voyais pas. On avait beau me le dire, je ne le voyais pas. Et donc là, on en arrive à, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire finalement quand on ressent ce décalage? Parce que vous comprenez bien que parce que vous êtes HPI, vous avez la sensation de maîtriser les choses, d'être dans une analyse, dans une lucidité de fou. Et vous avez raison. Vous voyez les choses. Le problème n'est pas le fait que vous vous trompez dans ce que vous voyez ou dans la manière de l'analyser. Le problème est le fait que vous ne savez pas le communiquer aux autres. Notre communication, il faut comprendre que, pour tout le monde, hein, c'est tout le monde pareil, 7% verbal, 93% non verbal. Vous êtes d'accord si je vous dis bonjour? C'est pas la même chose que si je vous dis bonjour. Hein, pas du tout la même chose. Sauf que nous, on n'a pas conscience de l'image qu'on envoie. On voit l'autre, on ne se voit pas nous-mêmes. Donc comment régler un problème qu'on ne voit pas? Et c'est ça la prise de conscience que j'ai envie que vous fassiez ce soir. Pour tous ceux qui se posent des questions et qui n'arrivent pas à rentrer en interaction avec les autres. Oui, on peut rentrer en interaction quand on en a envie. On n'est pas obligé de se suradapter. Et ça aussi, ben, ça s'apprend. À se recentrer, à se connaître, à connaître son mode de fonctionnement cognitif, à connaître son mode de fonctionnement physiologique, à respecter sa nature biologique, nos besoins vitaux. Je n'ai pas respecté ma nature, j'ai compensé. J'ai compensé en mangeant, je suis montée jusqu'à 112 kilos, je ne pouvais plus marcher, j'étais obligée, j'ai une prothèse du genou parce que j'ai tué mon corps. J'ai fait une opération pour maigrir, j'ai perdu mon estomac, aujourd'hui je suis malade, je suis handicapée, je suis obligée voilà, j'ai le diabète qui est arrivé avec, et j'étais inconsciente de la relation que j'avais à mon corps. Donc, vous voyez qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes, avant de se dire comment je me positionne par rapport aux autres, parce que finalement les autres ne me comprennent pas, donc qu'est-ce que je dois faire? Ben, avant d'aller voir les autres, il faut déjà se comprendre soi, comprendre comment on fonctionne. Et moi je le vois par exemple avec, j'accompagne certains jeunes autistes Asperger, notamment je pense à Théo. Eh bien, pour l'instant on a fait très peu de travail ensemble, mais le peu qu'on ait fait, on a parlé de la communication et comment on se positionnait par rapport à l'autre, et notamment en lui renvoyant l'image que lui donne aux autres. Eh bien, le fait de prendre conscience de ses colères, de pourquoi il est dans cette rigidité-là, pourquoi il est dans cette rigidité-là, vous comprenez bien que c'est le fait de toute cette saturation d'informations qui l'angoisse, et à un moment, il ne peut plus. Voilà, il ne peut plus. Mais reconnaître qu'on a ces angoisses, les percevoir, les ressentir, eh bien, vous allez vous comprendre qu'on peut les faire descendre. Et du coup, quand on les fait descendre, qu'est-ce qui se passe? On a accès à notre 3e degré. Et là, on est fulgurant. Et là, on est dans l'évolution. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous, les caméléons?
on s'est adapté. On s'est adapté à l'autre. Donc, on a nié ce qu'on était. Donc, du coup, vous comprenez que vous êtes en train de... comment dire, c'est un cercle vicieux. Et en fait, plus vous vous adaptez, et moins vous avez confiance en vous. Moins vous avez confiance en vous, plus vous avez une mauvaise estime de vous. Et comme ça, voilà, la roue à aube est partie. Et du coup, à un moment, eh ben, c'est plus viable. C'est plus viable pour vous, c'est plus viable pour votre entourage. Et qu'est-ce qui vous habite? La colère. La colère. La colère, c'est quoi? La colère, c'est la peur. Voilà. Et vous savez quoi? Quand on est autiste, qu'est-ce qu'on génère? On génère de l'adrénaline en permanence. L'adrénaline, c'est l'hormone de la peur. Et justement, en faisant des thérapies comportementales, en se réappropriant son corps, en comprenant les situations, eh bien, on va pouvoir faire baisser cette dose d'adrénaline et arriver à faire de la sérotonine, de l'andromorphine, toutes ces bonnes hormones qui font que non seulement on se sent mieux, mais surtout on ouvre son esprit. Voilà. C'est bon, vous me suivez toujours là, parce que moi je suis partie dans mon petit truc. Vous êtes là? Alors, l'horreur de la situation, un passage, prise de conscience. Tout à fait. La prise de... Je sous ma mère avec ses centres d'intérêt spécifiques depuis mon enfance, mais elle a beaucoup de patience. Merci Cédric. Et oui, voilà. Et en fait, vraiment, notre difficulté aujourd'hui, c'est ça, c'est de comprendre notre mode de fonctionnement pour pouvoir l'apprivoiser. Parce que, par contre, c'est une super chance. On est différent, oui, on est différent, mais on est super fort. Vous avez compris qu'on a un mental de fou, on a une machine de guerre. Et c'est juste qu'aujourd'hui, eh bien, cette machine, comme elle est déficiente, on se détermine par rapport à ça. Je vais pas bien parce que je suis hypersensible. Je comprends pas les autres parce que je suis HPI et que je vais plus rapidement que les autres. C'est normal, c'est tous des cons. Et c'est là où on se trompe. Notre HPI-TSA ne nous détermine pas. Notre HPI-TSA, c'est notre outil, c'est notre travail, c'est voilà. Mais ce qui nous détermine, c'est la manière dont on s'en sert. C'est votre action, c'est ce que vous allez faire. Quand on accompagne les enfants, c'est leur donner confiance dans leurs actes. Voilà, parce que qu'est-ce qui se passe en plus? Le HPI-TSA, il procrastine tout le temps. C'est-à-dire qu'il pense aux choses et il se dit... ah mais là alors je dois faire ça, ah oui mais alors si je fais ça il va se passer ça et alors et du coup les conséquences ça va être ça, ah ben non, en fait on voit tellement toutes les possibilités du plus au moins que eh ben on va pas y aller et en fait on va passer à côté de sa vie, on va la regarder passer. On ne fait pas les choses, on ne s'autorise pas à faire et on entretient encore une fois ce cercle vicieux. Pour en sortir, comment il faut faire? Eh bien, on travaille sur les modes de fonctionnement, la prise de conscience de qui on est, de comment on fonctionne. Et vous voyez bien que là, on n'est plus dans la culpabilité. On travaille aussi sur ça. Moi, je travaille là-dessus, hein, de comprendre c'est quoi qui nous... Voilà, parce qu'on se sent toujours coupable. Non, on est juste dans qui je suis, comment je fonctionne, c'est quoi la clé, je la mets où est-ce que je tourne. Et une fois que j'ai mis les clés dans la porte et que je tourne, j'ouvre la porte et j'avance. Parce qu'on n'a pas peur d'avancer. On fait des choses de fou. Je suis sûre que vous avez réalisé des choses de fou dans votre vie. Des choses d'ailleurs que vous mettez en plus bas, vous dites oh bah non. Mais en fait quand je vous vois à travers vos parcours, entre ceux qui ont des intérêts restreints vraiment spécifiques et les autres qui ont monté plusieurs boîtes, qui sont multipotentiels, voilà. Donc à un moment, il faut revenir sur soi, se recentrer et comprendre comment on fonctionne. Et donc l'autisme aussi, c'est cette rigidité-là, cette incapacité à voir la vraie problématique. Et comme on ne voit pas, on ne se remet pas en cause dans nos intentions, parce qu'elles sont bonnes, et donc dans notre mode de fonctionnement, eh bien on continue de générer tous ces dysfonctionnements, cherchez le mot, qui nous bloquent dans notre évolution personnelle et professionnelle. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Bon, on a fini, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Bien entendu qu'on peut... Alors, en gros, il faut arriver à calmer ses peurs et nos angoisses et ensuite, ça libère le potentiel complètement, Dominique. Complètement. Ce qui nous bloque,
c'est nos peurs, parce que plus en fait, plus on a peur, vous voyez bien comment ça se passe, plus on a peur, plus on va libérer les mauvaises hormones, et donc on va stresser notre corps. Et comme on est en déficience sensorielle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le stresse à une allure qui n'est plus gérable par notre corps. Donc, soit on cristallise. Il y a beaucoup de comorbidités à l'autisme. Beaucoup de gens ont des problèmes de colopathie fonctionnelle. Beaucoup de gens ont des problèmes d'ulcères, de crampes à l'estomac, de spasmophilie. Les dames ont de l'endométriose. Voilà, on va cristalliser dans son corps toutes ces souffrances dont on est inconscient. Parce qu'on a, voilà, hein, on n'y arrive pas. Voilà. Et comme on est HPI, par rapport à un autiste en déficience intellectuelle, qui lui va l'exprimer. Parce que lui, il n'a pas d'autre solution. Donc, il va l'exprimer en flappant. Voilà. Nous, non. On va garder ça à l'intérieur. On va bien verrouiller tout. Le problème, c'est que ça se cristallise à l'intérieur et on est malade. Voilà. Donc, ce que je vous propose, maintenant que j'ai fini ma petite présentation hein, de qu'est-ce que c'est que le HPI, qu'est-ce que c'est que le TSA, j'espère que vous avez bien compris, que j'ai pu vous éclairer. J'espère que vous avez compris à quel point ça peut impacter notre mode de fonctionnement, notre compréhension avec les autres. Bien entendu que j'ai trouvé les solutions, qu'aujourd'hui, moi, j'ai mis en place un programme d'analyse comportementale avec une formation en principes relationnels et que j'accompagne les personnes eh bien, à changer. Vous allez rester autiste. Je suis autiste et je vais le rester. Il n'y a pas de souci. Sauf que je gère les choses différemment. Quand j'ai par exemple une crise, parce que je suis très contrariée, parce que l'autre va me dire quelque chose, voilà, je l'ai cette crise. Sauf qu'au moment où je l'ai, je la reconnais. Donc, je la fais descendre tout de suite, c'est-à-dire qu'avant d'essayer de l'interpréter, je m'occupe de mon corps. Je sors, je vais respirer, j'explique à l'autre que je suis trop énervée là, que je ne peux pas gérer le truc. Et je m'en vais, je m'extirpe de la situation, voilà. Je fais baisser. Et quand j'ai baissé, après je reviens et je parle. Et je parle du coup de manière beaucoup plus constructive, beaucoup plus... là je mets en branle ma capacité de réflexion. Du coup je suis beaucoup plus pédagogique. Maintenant j'explique aux gens aussi ma manière de réagir, pourquoi des fois je peux paraître un peu... voilà. Et les gens le comprennent. Et même les gens sont très bienveillants avec moi. Voilà. Mais ça, c'est nous qui allons changer. En changeant, c'est comme l'effet, vous savez, l'effet papillon, là, butterfly, un vol de papillon et ça déclenche un tsunami. C'est la même chose. Si vous changez dans vous, dans votre attitude, les gens vont le percevoir. J'ai des clients qui étaient en difficulté relationnelle avec leurs parents. Ils ont changé eux. Et donc, ils ont changé le regard qu'ils portaient sur leurs parents. Et ils se sont aperçus que eux aussi, ils étaient super, à juger les autres. Voilà. Parce qu'on juge les autres tout le temps. On est dans des rigidités où on a une vision des choses. Donc, on juge les autres. Même si on dit non, parce qu'effectivement, on a une grande capacité de générosité et de compréhension, mais quand même, hein, les cons, on les voit, voilà. Mais en fait, eh bien, ces personnes, en moins d'un mois, en changeant, en comprenant leur mode de fonctionnement, ben, elles ont réussi, comme en face, ils avaient des parents bienveillants et qui avaient envie de ça, eh bien, ils ont réussi à reconnecter. Pour moi, c'est génial, ça donne du sens à mon travail. Et quand je vois des gens qui étaient en dépression, qui se posaient beaucoup de questions, qui étaient en souffrance, voilà, chercher le mot, et qui aujourd'hui arrivent à communiquer en moins d'un mois et demi avec leur entourage familial, et qui recommencent à se projeter dans des nouveaux projets, parce que finalement ils se rendent compte que le monde il n'est pas tout à fait tel qu'ils le percevaient. Retenez bien ce mot, tel qu'on le perçoit. Voilà. Alors, je vais répondre à vos questions maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est ce qu'on avait dans l'horreur de la situation. Alors, les questions. J'arrive à avancer notamment avec la technique des étapes. Ok. J'ai aussi des brûlures. La cohérence cardiaque est un outil très intéressant, gratuit avec des applications à la fois curatives et préventifs. Oui, alors je suis d'accord.
Mais concernant tout ce travail-là de méditation, alors je vous le dis parce que je l'ai fait. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai compris l'importance de mon corps et je me suis dit, bon, bah, il faut que il faut que je m'occupe de calmer cet esprit, voilà. Et donc, cohérence cardiaque, méditation. Alors, la méditation, c'était terrible parce que j'y arrivais pas. Donc, mon cerveau, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors, je me disais, bon, allez, fais le vide, fais le vide. Mais rien que le fait de dire fais le vide, c'était pas possible. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que on peut mettre beaucoup d'outils, mais il y a une chose sur laquelle c'est très important, c'est de s'accepter. De s'accepter tel que l'on est. J'accepte que je suis autiste, j'accepte que oui, je ressens les choses très fortement et ça me fait mal. Mais à partir du moment où je l'accepte, je le vois. Tout est un problème de conscience. Je vous assure que ce qui fait le changement, c'est la prise de conscience. Et j'espère que ce soir, j'ai réussi à vous faire prendre conscience que nous avons des modes de fonctionnement extraordinaires, mais rigides. Rigides qui nous emmènent à mal nous positionner dans la communication. Voilà. En fait, c'est un exercice au quotidien. C'est-à-dire que je ne sais pas quel âge vous avez, Maria, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ancré dans notre cerveau, là, notre cerveau reptilien, une manière de faire, une manière de voir, une manière de réagir. Et ça, c'est pas en prenant conscience qu'on peut changer les choses. C'est avec des exercices, de l'entraînement. Et voilà pourquoi j'ai mis en place une méthode en 7 points. Donc cette méthode, elle permet de se poser les bonnes questions, de comprendre les interactions, le cadre de référence. Et donc de faire baisser ses angoisses et de ne plus douter de nous sur notre propre positionnement. Quand je donne cette méthode, les gens, en premier abord, ils sont « Waouh, c'est génial !» voilà. Puis en fait, ils se rendent compte après, bah oui, mais quand le problème il arrive, parfois j'ai du mal à la mettre en place. Bah oui, parce qu'on ne va pas changer notre mode de fonctionnement qu'on a depuis 20, 30, 40. Moi, j'ai des clients qui ont 57 ans. Comme ça, en un tour de main. C'est un travail qui se fait de longue haleine. Quand je dis de longue haleine, moi, en 2 mois, j'ai vu les gens changer. Voilà. Mais 2 mois où j'allais dire, ils se sont pris la tête, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pensé à eux. Ils se sont donné les moyens de faire les choses pour eux. Ils ont pris les cours en ligne, ils ont pris les connaissances, ils ont fait les exercices, ils ont lu les choses. Et voilà. Et au bout de 2 mois, on commence à avoir des résultats parce que la problématique, c'est que notre cerveau, notre ego est très fort. Hein. Chez nous, on est très auto-centré. Ah oui, ça, je ne sais pas si je l'ai dit, mais les TSA, c'est une des particularités. On est très auto-centré. Donc, du coup, et on fait pas, c'est normal puisque on ne se perçoit pas. Donc, on ne voit pas. Et donc, le monde, on est tout le temps en train de le comparer avec ce qu'on sait. Voilà. Puisqu'on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, comment savoir si on est bien positionné, même en posant le cadre, car même quand on pose le cadre, ça ne change pas au niveau des autres. Alors, les autres, en fait, ils vont changer. Alors, dans le cas, en plus, Cathy, tu as fait la formation, toi, donc, en fait, le cadre de référence, elle a fait que la première partie, elle n'est pas rentrée dans le programme, Cathy, encore, elle va bientôt rentrer dans le programme. Mais, en fait, le cadre de référence, ça nous explique quelles sont les interactions, comment ça marche dans le monde, ok? Mais ensuite, nous, il faut qu'on ait une bonne vision. Parce que si nous, on projette sur la situation une vision erronée de la situation, tu vois bien que le cadre de référence, il n'est pas bon. Et je sais très bien que c'est ta difficulté aujourd'hui, c'est que cette acceptation de cette particularité cognitive, tu n'as pas encore faite. Donc du coup, tu résistes. Et donc, tu continues de voir les choses à travers un faux prisme. Tant que tu n'auras pas fait le chemin d'aller en toi, de voir comment tu fonctionnes, de comprendre tes rigidités, de comprendre tes blocages, tu ne pourras pas sortir de là. Je peux te donner toutes les méthodes que tu veux. Il faut accepter à un moment de lâcher prise et de se dire,
Ok, je suis ça. Alors ça marche comment? C'est quoi? Ah oui, je suis rigide. Vous savez, j'ai été passer des tests à Paris encore jeudi dernier. Et la neuropsy, elle m'a fait faire un test et j'étais affolée. Je suis revenue, j'étais complètement... ouais, je pensais pas que j'allais tomber dans le piège à cette vitesse-là. Elle me montre, elle me montre une feuille avec une situation et elle me dit, décrivez-moi. Le cas de référence, c'est quoi? C'est une neuropsy qui me reçoit par rapport à mon autisme Asperger. Elle me dit, qu'est-ce que vous voyez? Donc je décris ce que je vois. Je vois... alors il y avait des gens qui faisaient du sport. Elle me dit, est-ce qu'il y a des gens là, enfin des sports que vous avez déjà fait? Je dis, oui, oui, j'ai fait ci, j'ai fait... Elle a essayé de rentrer en interaction avec moi pour créer un lien. Et moi, comme je suis autiste, comment je me repère? Je me repère au cas de référence. Le cas de référence, c'est une neuropsy, c'est pas mon amie. Donc, j'ai pas à créer un lien avec elle. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une hiérarchisation des choses. On peut créer du lien sans être amis. Et ça, c'est de l'implicite. Implicitement, elle est venue vers moi pour créer ce lien. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Le cadre de référence que j'avais n'était pas le bon. Information. Eh bien, on va voir ensemble si le programme que j'ai concocté, eh bien, pourrait répondre à vos besoins, vous aider à avancer dans la compréhension de cette mode de fonctionnement et dans le fait de votre, j'allais dire, rééducation reptilienne, d'enlever tous vos mauvais mécanismes. Pourquoi faire? Pour sortir de vos souffrances? Pour kiffer votre vie? Voilà. Et quand je dis kiffer, j'ai pas choisi ce nom au hasard, vous vous doutez bien. Kiffer, ça veut dire la vibrer, être sur la bonne fréquence, comprendre que vous n'avez pas besoin de générer de l'adrénaline, d'être dans de l'ascenseur émotionnel en permanence, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de vous connaître pour être sur de l'endomorphine. Je surfe, tout va bien. Et d'ailleurs, c'est ce que vous recherchez quand vous buvez, quand vous fumez du CBD, vous cherchez à vous calmer, à être cool, voilà. Ok? Alors, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, j'ai passé un super bon moment avec vous. J'espère que j'ai été efficace, efficiente, pertinente, que je vous ai apporté un point de vue que vous n'aviez peut-être pas envisagé, que je vous ai apporté un éclairage sur la différence HPI, TSA, sur le mode fonctionnement, qu'est-ce que ça peut impacter dans votre vie. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer sur ce groupe, à partager les articles. Vous pouvez retrouver d'ailleurs des articles que j'ai partagés, comme celui de Thomas Bourgeron concernant la génétique de l'autisme. Mais voilà, je partage souvent ou des articles ou des conférences. Donc, tout ce qui peut vous nourrir pour vous permettre de vous décentrer, de prendre de la distance. Vous allez apprendre ça avec moi, la distance, mais vous allez apprendre la patience. Et la patience, vous voyez, je sais aussi que c'est quelque chose que les autistes ne savent pas faire parce que l'impatience, c'est justement toute l'angoisse qu'on ressent dans notre corps. Et pourquoi on explose, pourquoi on part dans tous les sens, pourquoi il faut que ça s'arrête? Bien, c'est parce qu'on ressent ces angoisses-là et on va prendre ça pour de l'impatience. Et moi, je vais vous apprendre à devenir patient, à écouter les bulles qui sont dans votre corps, qui sont partout, et en fait à les calmer pour être zen, aligné, évoluer personnellement. Parce que si vous n'avez pas de chérie aujourd'hui, dans un sens comme dans l'autre, hein, mais que vous en voulez une, bah, peut-être que justement, hein, il faut se repositionner et voir. Si vous n'avez pas de travail aujourd'hui, si vous n'avez pas à vendre votre valeur, bah, c'est peut-être aussi qu'il faut apprendre à se repositionner. Et ça, c'est mon métier, je sais le faire. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite bon appétit. Ça va, il n'est pas trop tard, 21h24. Et donc, je vous dis au revoir. Plein de bisous, merci, c'était génial, merci, merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Voilà, on se dit au revoir. Vous me faites des petits 5, des petits ciao. Et comme ça, je vais pouvoir raccrocher. Et je vais aller tout de suite sur Messenger pour ceux qui veulent des rendez-vous. Et comme ça, on va se les prendre en direct tout de suite maintenant. Voilà, je vous embrasse. Très bonne soirée.
je coupe le direct. Oh, j'ai du mal à vous lâcher, j'étais bien quand même. Allez, je vous embrasse. Ciao!